J'ai rencontré Hergé, hein, contrairement à la plupart d'entre vous. Ah ben on va en parler. Ben voilà, ah ben ça c'est une histoire c'est pas tellement sympathique, mais je la raconte quand même. Enfin pas sympathique, c'était en 66, 67, bon, je commençais tout à fait mon parcours, j'étais l'assistant de Mittei, qui était lui-même l'assistant de Grec et de Tibet. Donc j'ai commencé mon parcours en faisant les décors de Achille Talon et de Ricochet. Mais j'avais envie évidemment de proposer mes propres dessins et j'avais réalisé 4 pages dont vous voyez la première. Ça, c'est on va voir les 4. Hein. La toute première page, oui, bon. J'espère que vous êtes sensible au chemin parcouru quand même, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Enfin bref, j'avais fait 4 pages et Mittei m'avait dit, mais la prochaine fois que je viens, je vais au journal Tintin, amène ces 4 pages et propose-les au rédacteur en chef. Et je viens, un peu tremblant, proposer ces 4 pages. Le rédacteur en chef adjoint, d'ailleurs, parce que le rédacteur en chef n'était pas là, qui s'appelait Philippard, qui avait une voix comme ça, caverneuse. Enfin bon. Et il regarde ces pages, il dit c'est pas bien, mais attendez, 2 secondes, nous allons avoir le directeur artistique qui va passer et on va lui montrer les pages. Et je dis mais qui c'est? Mais il dit mais depuis 2 mois, c'est Hergé. Hergé. Enfin, j'étais liquéfié évidemment. Et effectivement, Hergé s'amène, alors d'une classe folle, hein, ceux qui ont connu Hergé étaient sapés comme un prince, vous savez, le blazer avec les cuissons, la cravate club, etc. Enfin bref, l'élégance personnifiée. Il s'assied sur un coin de table et il commence à regarder mes planches. Et il dit, oui, c'est une phrase que je retiens, et il me dit, oui, il y a l'influence de Franquin, hein, c'est évident. C'est un style beaucoup plus facile à imiter que le mien. Ça commence bien. Et puis il y avait dans la 4e page, il y avait déjà quelques petites nanas, parce que j'aimais déjà bien dessiner ça. À la 4e. Et là, ben voilà, les voilà. Et moi, mon modèle à l'époque, c'était Kiraz, qui dessinait. Ah oui, vous vous en souvenez peut-être. Et en fait, il dessinait, voilà, les Parisiennes dans le journal de ma mère, qui s'appelait Jour de France. Et je me dis, personne dans la BD ne connaît Kiraz. Je m'imaginais. Et donc, j'avais pompé, si j'ose dire, les petites nanas de Kiraz. Et Hergé tourne les pages et arrive à la 4e page. Ah oui, et vos nanas, là, enfin, il n'a pas dit nanas, et vos petites bonnes femmes, là, ça, c'est du Kiraz. Je dis, putain, il connaît Kiraz. J'étais grillé, quoi. Et il m'a dit, bon, bah écoutez, c'est pas mal, mais travail d'après nature, etc. Et je voulais encore parler. Et puis, il est parti. Donc, voilà. Mais il y a une suite, c'est que quelques mois après, il en a eu marre d'être directeur artistique du journal Tintin. Il n'a jamais eu une affinité particulière pour le journal d'ailleurs. Et donc il a quitté son rôle de directeur artistique. Et c'est Greg qui est devenu rédacteur en chef quelques mois après. Or, entre-temps, moi j'étais devenu l'assistant de Greg et j'étais dans le studio Greg. Et il avait besoin de remplir son journal parce qu'il avait ajouté des pages. Et donc il fouille ses tiroirs et il tombe sur mes 4 pages qui étaient restées là au journal parce que le rédacteur en chef les avait gardées. Et il revient au studio et me dit, tiens, dans le prochain numéro, il y a 4 pages à vous qui sortent. Qu'est-ce que c'est? Et c'était les pages refusées par Hergé qui ont été publiées dans le journal. Voilà. Anecdote. Et j'ai revu Hergé aussi, mais là je me la pète un peu parce que la fois suivante où j'ai vu Hergé, c'était à New York. Et il était un petit peu, presque, c'était curieux, bon il était déjà quand même une énorme vedette, mais beaucoup moins qu'en Europe, et donc on n'était pas sur le même niveau, mais on était plus proches, et donc en tout cas ça nous rapprochait un peu, et là j'ai eu un meilleur contact avec Hergé, qui ne se souvenait pas du tout de ces 4 pages d'ailleurs, heureusement pour moi, mais c'était assez sympa. Et c'est là où j'ai beaucoup discuté avec Fanny aussi, qui était là. C'était le premier voyage aux États-Unis. C'était en 72, en 72. C'était le premier voyage à un congrès international de bande dessinée. On était invités par les dessinateurs américains. On s'est aperçu d'ailleurs qu'ils étaient payés beaucoup mieux que nous. Mais en tout cas, c'était très sympa. Et Hergé était... on était étrangers, voilà, ça nous rapprochait un peu. Mais vous étiez toute une équipe du journal Tintin, et pas seulement d'ailleurs. Non, il y avait des gens de chez Pilote, etc. Oui. C'était surtout Molly Terny, donc, qui était pilote, qui avait organisé ça.
Non, on était très peu de Tintin. Il y avait Greg, bien sûr, il y avait Herman. C'est à peu près tout d'ailleurs. Et moi, et Hergé. Oui. Et moi et Hergé. Pour ceux qui sont fidèles à nos assemblées, on a reçu il y a quelques années... C'est la dernière fois qu'on m'a vu, je crois. On a reçu il y a quelques années le cinéaste de TF1 qui avait filmé le voyage, et on a vu dessiner, on a vu Hergé dessiner d'ailleurs un Tintin en public. Tintin qui se baladait dans les rues de New York en regardant en l'air comme tous les Européens quand ils vont à New York. Absolument. Ils sont séduits par les buildings, et puis qui se prend un réverbère et ça devient plein d'étoiles, et c'est le drapeau américain, quoi. C'est le génie, quoi. Et il avait intitulé Star and Stripes. Yes. Et ça, c'était un collectionneur qui avait demandé à toute une série de dessinateurs de refaire des couvertures. Et cette couverture, moi, je l'aimais beaucoup, ça me faisait rêver. Et donc, je suis parti. Enfin, c'est un pastiche de la couverture de L'Oreille Cassée. Voilà. Il y en a d'autres? Quelques-unes. Non, on va passer à ça, cette histoire-là. Oui, on m'avait demandé de faire 2 pages aussi pour une sorte d'anniversaire, un truc comme ça. C'était Olivier Rameau et Colombe Pertinent qui se baladent dans la campagne et qui découvrent au fur et à mesure des images, des objets qui sont tous tirés des aventures de Tintin. Et finalement, il y a à la fin de la page... Attends, ne donne pas tout parce qu'on va suivre. Donc voilà, on voit la première des 2 planches. Et ils trouvent toute une série d'objets qui rappellent les trucs. Et puis il y a une fenêtre là qui s'ouvre en bas de page, Pas trop vite. Je voulais la montrer en couleur. Voilà. Et donc ça, c'est la dernière image de la première page. On est toujours dans la première page, voilà. Et on entend qui flûte, enfin, et puis parle. Le scénario est de toi, j'imagine. C'est toi qui as trouvé ça. Oui. Et il y a une fenêtre qui s'ouvre et ils sont dans la couverture. Est-ce que tu étais là quand Tibet a voulu faire un petit dessin un peu spécial et qu'Hergé n'aurait pas apprécié? Non, j'étais pas encore là, mais ça m'a été rapporté. En fait, c'était... il y avait un banquet annuel organisé par Raymond Leblanc, donc le directeur des éditions du Lombard, où il réunissait tous les auteurs, mais seulement les auteurs, à l'Auberge du Chevalier à Bercel. Et donc ils étaient là, et c'était une joyeuse assemblée, je crois. Malheureusement, moi je suis arrivé un peu plus tard, j'ai jamais connu ce genre de truc. Mais chacun, évidemment, comme dans tous les banquets où il y a des dessinateurs, on fait des petits dessins qui se passent, etc. Et Tibet avait eu le malheur de faire un dessin où Tintin était aux toilettes, en fait. Et puis ce dessin commence à passer de convive en convive, qui faisait absolument rigoler tout le monde, mais Tibet... Donc c'était un gag pour amuser... la galerie, mais il croyait que c'était juste pour son voisin, pour Weinberg ou je sais plus quoi. Mais on est toujours le voisin... à Craton, etc., à Redin, et puis ça continuait. Mais trois chaises plus loin, il y avait Hergé. Et Tibet qui voyait ça, qui aurait bien voulu rattraper son truc, mais c'était trop tard. Et à un moment donné, ça arrive à Hergé, qui regarde, qui le plie et qui le met en poche. Et voilà. C'était une autre époque. Il n'aimait pas trop, il n'était pas très scato. Non, pas du tout. Il n'avait pas le genre. Il n'est pas très vigilant pour son personnage. Voilà. Mais Tibet avait de l'humour, bien entendu, mais il ne s'attendait pas, évidemment. Non, mais là, il a eu peur quand même. Danny, tu nous parlais de Greg tout à l'heure. Donc Greg a été ton scénariste pour Olivier Rameau. Oui. À la mort de Greg, j'imagine que Olivier Rameau était terminé définitivement. Enfin, pas tout à fait. Non, pas vraiment. Non. En fait, il y a déjà pas mal de temps que moi je faisais autre chose parce que Greg était parti aux États-Unis. Et donc, on ne recevait plus de scénario, personne, ni Herman, etc. Mais ça tombait bien parce qu'on avait envie de faire autre chose. Et moi, j'étais parti sur les histoires coquines à ce moment-là, donc ça m'occupait à temps plein, surtout de la documentation. Et donc voilà, je n'avais plus fait Olivier Rameau. Et quand il est revenu, Greg, il s'imaginait qu'il allait reprendre sa place, qui était pratiquement la première. Oui, mais entre-temps, il y avait eu les Van Damme, il y avait eu Dufaux, il y avait eu des tas de gens qui avaient pris sa place, en fait. Et donc, il était un petit peu déboussolé par ça.
Et donc il a essayé de réactiver des histoires, je parle de grec ici, hein, et de réactiver les histoires. Et il m'a refait une histoire de Olivier Rameau, mais il n'a pas eu le temps de la terminer. Mais comment dirais-je, par reconnaissance pour lui, moi j'ai tenu à terminer cette histoire, à inventer en essayant d'être le plus proche possible de ce qu'il voulait faire. Mais on avait une manière de travailler ensemble, c'est pour ça que je n'avais pas toute l'histoire. Il écrivait 10 pages, je les dessinais, et en fonction de mes dessins, etc., et des discussions qu'on avait, il écrivait le reste. Il n'écrivait jamais l'histoire dans un seul morceau. Contrairement à Van Damme d'ailleurs, qui vous remet un scénario clé sur porte où il ne manque pas une virgule, quoi. Grec, lui, il s'adaptait au dessin, etc. Parfois, si un personnage prenait un peu d'importance par le dessin, par le graphisme, il lui donnait un rôle plus important, etc. Il s'adaptait, quoi. Mais voilà, et donc Grec a eu une vie extraordinaire, qui s'est terminée un petit peu tristement, mais c'était un bonhomme qui était tout sauf mesquin. Il était d'une générosité absolument incroyable. Il vivait à fond tout ce qu'il faisait. Le problème, c'est que quelquefois, ses moyens, et Dieu sait s'il a gagné énormément d'argent à un moment donné, il vivait au-dessus de ses moyens. Donc, la fin de sa vie, ça a été un peu pénible, quoi. Mais bon, c'est un très grand bonhomme et un scénariste extraordinaire et surtout un dialoguiste, peut-être le meilleur dialoguiste qu'on ait pu avoir dans la bande dessinée. Et surtout extrêmement éclectique, quoi. Il était capable de faire Olivier Rameau, mais aussi Bernard Prince. Enfin, il avait un cerveau à tiroir, comme ça. Il avait aucune note. On s'amenait au studio, Herman, Dupas et moi. Voilà, il venait de sa journée au journal Tintin, donc il était rédacteur en chef, il s'asseyait à sa machine à écrire, c'était pas encore les ordi à l'époque, donc c'était sa machine à écrire, et il tapait 2 pages d'Olivier Rameau, pof, il les apportait, puis il tapait 2 pages de Bernard Prince, puis il les donnait à Herman, etc. quoi. Et puis il faisait 2 pages de dessin par semaine de Achille Talon. Enfin, il avait une puissance de travail phénoménale. Bon, un dernier mot peut-être sur Hergé, puisque bon, tu nous l'as dépeint comme ça par un dessin très symbolique, une œuvre immense. Ouais. Ton sentiment, bon, je veux dire, quand tu étais jeune dessinateur, c'était pour toi une référence, tu avais lu Pas tellement une référence graphique, moi j'étais plus effectivement Franquin, Spirou. Mais par contre, Benoît Peeters, par exemple, que j'ai fréquenté un petit peu, etc., m'a parlé des qualités graphiques de Hergé. C'était un graphiste, un dessinateur exceptionnel. Bien sûr, la ligne claire est peut-être très loin de l'espèce de personnalité, de spontanéité d'un Franquin, etc. Mais il y a une justesse, et je me refuse de parler de rigueur ou de froideur à propos de Hergé, au contraire. Et on peut relire les aventures de Tintin, ça tient la route, même un demi-siècle plus tard, quoi, ou même plus. C'est absolument extraordinaire de justesse, c'est-à-dire que c'est un peu comme ces films un peu plus anciens, où le scénario, on ne peut absolument ni retrancher ni ajouter quelque chose. Un peu comme les scénarios de Goscinny aussi. Voilà, les scénarios de Goscinny, c'est juste parfait. Eh bien, les albums d'Hergé, c'est juste parfait. Certains diraient c'est presque trop parfait. C'est presque inhumain d'avoir ce sens incroyable de la narration, de la mise en scène d'une page, mais aussi de chaque image, etc. Et surtout, toujours au service d'un récit. Le récit primait avant le fait de faire une belle image. Mais Dieu sait s'il a fait de belles images. Donc voilà, vous avez raison d'être les amis d'Hergé, parce que Tibet disait qui c'est pour vous votre idole, etc. Ah ben, mon idole absolue, disait-il, c'est Franquin. Ah bon, et Hergé alors? Ah mais Hergé, c'est Dieu. Oui. Eh bien, sur ces paroles, je te remercie, Dany. Merci Dany, encore une fois merci pour ce magnifique dessin pour l'affiche. Merci pour ta présence et ton témoignage. Et...